Alors nous allons voir l'environnement de développement sur Android Studio. Donc comment fonctionne l'IDE directement. Alors, lors de la création d'un projet, nous aurons un premier écran. Nous choisirons donc le nom de l'application qui apparaîtra sur l'appareil et sur le Google Play. Le compagnie domaine, qui est un identifiant d'application qui ne peut pas être changé une fois que l'application est publiée. C'est une sorte d'identifiant de package. Le project location, l'endroit où se situe le projet. Enfin, un deuxième écran où on sélectionnera l'API, le SDK. Le numéro de version sera automatiquement proposé en fonction des dernières statistiques d'utilisation d'Android. Donc par exemple, si Android 5.0 est la version la plus utilisée, ce sera le SDK d'Android 5.0 qui sera proposé. Un troisième écran nous proposera donc la création de la première activity, donc avec des templates ou sans. Et le dernier écran, les informations sur la première activity de notre application. Au niveau de la composition d'un projet Android, donc on a le dossier Java, dans lequel on va avoir nos classes Java, mais là, on ne développera qu'en Kotlin. Donc on aura des classes Qt, donc des fichiers .kt. Un dossier res qui contient toutes les ressources, c'est-à-dire les layouts, les différents écrans, un dossier drawable qui contient les images, les values qui contiennent les XML avec les couleurs, les chaînes de caractères, etc. On a d'autres dossiers pour les icônes, des dossiers pour les vidéos, les audios, les polices de caractères, etc. Et enfin, on a les fichiers de configuration, comme le Android manifest.xml, qui lui doit contenir toutes nos activités, les permissions, les services, les broadcasts, les receivers, etc. Et le build.gradle, qui est un fichier de build, qui va contenir toutes les règles de build, et les téléchargements, l'utilisation des librairies, du SDK, la version de notre application, etc. Au niveau donc du manifeste, le manifeste c'est un fichier que vous trouverez à la racine de votre projet sous le nom d'Android manifest.xml et qui vous permettra de spécifier différentes options pour vos projets, comme le matériel nécessaire pour les faire fonctionner, certains paramètres de sécurité ou encore des informations plus ou moins triviales telles que le nom de l'application ainsi que son icône. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi grâce à ce fichier que vous allez pouvoir insérer plusieurs activités au sein d'une même application. Il est possible de déclarer ce que l'on appelle des services, receiver et provider dans ce fichier. Bien entendu, nous y reviendrons lorsque nous aborderons ces sujets dans les prochains cours. Donc le manifeste, comme je vous disais, contient donc les différentes activités qui contiennent des filtres, etc., des actions, les services, le receiver, les providers. Le build.gradle. Il faut savoir que compiler un programme Java, un Hello World par exemple, n'est pas compliqué. On peut le faire à la main avec la commande javac. Maintenant, que faire d'un projet avec les contraintes suivantes? Par exemple, le projet a besoin d'autres ressources pour marcher à part le code source. Par exemple, des fichiers d'image, JSON, XML, etc. Le projet doit lancer un jeu de testeurs JUnit avant chaque génération du jar du projet. Le projet a une multitude de dépendances pour fonctionner. JUnit 4, jeu datetime, et télécharger les fichiers jar depuis leur site respectif n'est pas une solution vu qu'il faut une intervention humaine. Le projet doit générer une documentation, le fichier jar généré doit être déposé sur un repository, on peut bien créer notre fichier shell pour gérer tout cela, mais ce fichier devra aussi être maintenu autant que le code source du projet. Qu'en est-il d'un projet Android? Le processus de build est très complexe, surtout quand on commence à s'amuser avec des variantes. Donc, on voit que le build d'une app Android ne peut se faire à la main ou avec un script shell. Nous avons donc besoin d'un système beaucoup plus robuste. Il s'agit de Gradle. Gradle, un outil de build tool, récent. Avant lui, on avait le populaire Maven, qui était bien connu dans la communauté Java et qui se base sur un fichier POM où est décrit comment on veut que notre projet soit construit et où on déclare aussi nos dépendances. Gradle, comme la plupart des outils de build, nous garantit 3 points essentiels. La portability, un outil de build doit pouvoir faire son job indifféremment de l'environnement de build, l'automation,
Une simple commande doit pouvoir lancer tout le process de build et rendre invisible toute la complexité. Et la repeatability, le résultat du build, doit être le même no matter who runs it. Il est devenu indispensable d'avoir ce genre d'outils pour simplifier le travail des développeurs Android. On doit pouvoir se concentrer sur l'essentiel, écrire du code, du bon code, et ce n'est pas trop se casser la tête sur comment la version free et paid de mon app ont été générées. Google, en ayant choisi Gradle et IntelliJ, nous aide dans cela. Donc le build.gradle, ici, nous permet de spécifier la version du SDK, le version code, donc le numéro de version qui sera N+1 à chaque version publiée, le version codename, donc ça c'est un codename qu'on a envie de donner, donc la version 1.0 par exemple, des règles de build, les librairies avec les libcompile qui vont télécharger et installer les librairies directement sur notre projet, etc., etc. On a le dossier values, donc comme je vous disais, qui contient tous les XML de données, donc les string.xml par exemple, qui contient les chaînes de caractères. Donc en utilisant string name égale hello par exemple, et on a hello, donc ce qui nous permet de faciliter la traduction de notre application. Nous verrons ça d'ailleurs dans un chapitre dédié. On a color.xml, donc qui nous permet de spécifier des couleurs pour les réutiliser un peu partout dans notre code, et également dimensions.xml par exemple pour les dimensions. Pour compiler et lancer son app, c'est la petite flèche verte en haut d'Android Studio. On choisit ensuite un device, donc ça peut être un device virtuel, un émulateur ou notre device connecté. Au niveau des logs, donc les logs sont visibles en bas dans l'Android Monitor, donc dans Logcat. Et donc on a les logs verbose pour les logs les moins prioritaires, les logs D donc de debug, les logs I d'information, les logs W de warning, les logs E d'erreur pour les logs d'erreur. Au niveau du debug, on a un outil de debug assez puissant sur Android Studio. Voilà, avec les points d'arrêt, comme beaucoup de debug, possibilité d'aller après, retourner en arrière, etc., etc., etc. On peut aussi inspecter son code pour voir les différents warnings et que propose, que vous suggère Android, les modifications. Donc ça peut être, je sais pas, une chaîne de caractères en dur par exemple qui devrait être dans un fichier de string, des problèmes de returns, de valeurs, etc. C'est un outil très puissant que je vous encourage à utiliser avant de livrer votre application. Donc voilà. Il est aussi possible d'inspecter, nous le verrons à la suite, donc d'inspecter les dossiers drawable pour voir les fichiers qui y sont peu utilisés, par exemple, et faire le ménage, etc. L'Android Virtual Device Manager, donc ça permet d'émuler des devices Android. Donc lors de la compilation, on peut le lancer directement en appuyant sur Create New Virtual Device. Il est possible de choisir des modèles existants ou de créer son propre modèle. Donc on peut très bien lancer le Android Virtual Device Manager, appuyer sur Next, 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 et donc télécharger automatiquement l'ISO de la version Android la plus utilisée du moment, en fonction des dernières stats. Il est important aussi d'installer HAXM, qui permet donc d'avoir un émulateur plus rapide. Mais tout ça vous sera conseillé directement lors de la création d'un émulateur. C'est ce qui est bien avec Android Studio, c'est qu'on est très assisté, donc en général on n'a plus qu'à suivre les instructions. Tout est noté. Voilà, donc là par exemple dans cet exemple, on crée un device qui nous crée automatiquement un Nexus 5. Ensuite, sur le deuxième écran, donc on sélectionne une image système. Donc là on a sélectionné Lollipop, donc Android 5.1. Donc l'API 22. Et ensuite, donc le dernier écran, on peut choisir l'orientation de l'écran, portrait, paysage, landscape, etc.
Et on a aussi des options avancées, mais dans un premier temps, vous n'aurez pas besoin d'aller plus loin. Enfin, le SDK Manager que vous aurez pas forcément, que vous ne verrez pas forcément, puisque tout se télécharge de manière automatisée aujourd'hui sur Android Studio. Mais il vous permet de télécharger les différents SDK, des plateformes, Android TV par exemple, les API, ça peut être Google Glass, les montres, les Google Watch, les API les SDK des différents smartphones, tablettes. Voilà. Mais normalement, lorsque vous créez un projet ou même que vous modifiez le build.gradle pour spécifier donc des règles de build, changement de SDK, etc., il vous fera remarquer qu'il manque un SDK et il y aura un lien cliquable qui fera le téléchargement automatiquement. Auparavant, on devait installer le SDK à part. Aujourd'hui, tout le processus est automatisé. Le SDK Manager sert aussi à mettre à jour, bien entendu, ce qui est déjà installé. On peut aussi voir ce qui est obsolète. Ça peut être pas mal pour faire le ménage et dégager certains SDK après un certain temps, puisqu'il est vrai que chaque SDK prend pas mal de place. Voilà, c'est tout. Bonne installation. Je vous invite donc à bien visiter un peu Android Studio et à regarder un peu toutes les options. Alors on va donc créer un nouveau projet sur Android Studio. Donc on appuie sur Start New Android Studio Project. On donne un nom à notre application. Donc ici ce sera My Application, un compagnie de domaine, my. par exemple, .compagnie. Le project location par défaut. Voilà. Et ensuite, donc, on clique sur Include Kotlin Support. Sans quoi, on codera en Java. On peut aussi inclure le C++, par exemple. Donc, Next. Voilà. Ici, on a donc l'API. Ici, l'API 16, donc Android 4.1 Jelly Beans, est proposée automatiquement, puisqu'elle elle est utilisée par approximativement 99,2% des devices. Donc ici, on va rester sur phone et tablette, mais on aurait pu très bien sélectionner Wear pour les montres, TV pour l'Apple TV, Android Auto ou Android Things pour l'Android des objets. On appuie sur Next. Ici, on ajoute donc une nouvelle activity. Donc on a le choix. Je vous expliquerai par la suite ce qu'est une activity, bien entendu. Mais voyez-le pour l'instant comme un écran. Donc on a Empty Activity, Bottom Navigation, Basic ou No Activity. Donc on va rester sur Empty Activity. Next. On donne un nom à notre activity de base, donc Main Activity, et le nom du layout qui va avec. Donc un layout, c'est un peu l'interface graphique. Ça aussi, on le verra dans un cours suivant. Donc Finish. Voilà, le projet se crée. Il résout donc des dépendances liées au Gradle, donc Gradle comme on avait vu avant, hein, qui est l'outil de compilation, qui fournit donc toutes les règles de compilation, téléchargement et librairie, etc. Donc le premier démarrage peut prendre un peu plus de temps. Hop. Voilà. Et là, nous avons donc notre projet. Alors, donc, nous avons ici le dossier manifeste, avec notre manifeste. Le dossier Java qui, lui, contient donc nos différentes classes, ici au format Qt, étant donné que c'est du Kotlin. Donc là, pour le moment, cette classe, elle passe dans l'onCreate, on verra ensuite les différents états d'une activity, et elle affiche le contenu du layout activity main. Le dossier res qui contient les ressources, donc drawable. Ici, donc, IC Launcher Background, c'est en fait les différentes icônes. On a le dossier layout qui contient donc notre layout qui contient Hello World, bitmap pour les icônes et values donc pour les couleurs. Ici par exemple string.xml pour les chaînes de caractères, style.xml pour les styles
et ici notre build.gradle, donc qui contient le version code, qu'on pourra modifier si on change de version par exemple, version code name aussi, les librairies, les implémentations, le SDK utilisé, etc. Donc là, si l'on souhaite compiler, on appuie ici. On peut créer un nouveau virtual device. Next. On va lui proposer de tourner avec Android O. Finish. OK, donc on peut le sélectionner. Donc notre émulateur va se lancer. Le premier démarrage est un peu plus long. Il vaut mieux donc laisser l'émulateur en route une fois lancé, pour que la compilation et le lancement soient plus rapides par la suite. Donc, en attendant donc que l'émulateur se lance, donc je vais vous montrer différentes choses. Donc on a analyse inspect code qui permet donc d'inspecter le code, le projet, et nous prévenir donc des différents warnings. Là, il n'y en a pas, ce qui paraît très étonnant s'il y en avait dans une application par défaut. Ah si, on a quand même une. C'est pour nous prévenir qu'il y a une nouvelle version de build.gradle. Voilà, donc pour la mettre à jour, on peut faire un alt entrée, change, et ensuite on synchronise. On a ensuite donc ici on peut avoir accès donc à l'Android Profiler qui nous permet donc d'avoir de voir l'utilisation des ressources de notre application. Voilà, voir la mémoire par exemple, l'utilisation du CPU, de la connexion Internet, le logcat qui nous permet de voir les différents logs de notre application, le terminal, les to-do, qu'on aura ajouté en mettant des commentaires dans les commentaires un to-do de points. Voilà. Donc là, notre émulateur est lancé. Il se peut qu'au premier lancement, l'application ne se lance pas forcément. Alors ça peut être lié tout simplement au temps qui a été trop long du lancement de l'émulateur la première fois. Donc il suffit juste de le relancer une nouvelle fois. Là, donc comme je vous disais, lorsque on change les lignes dans le Gradle, tout se télécharge automatiquement. Donc là, on a fait la mise à jour du Gradle Build Tools, par exemple, qui est l'outil de build, et il nous télécharge automatiquement ce qui nous manque. Voilà, donc il nous a téléchargé la 3.0.0-alpha 8. Voilà. Donc je vais relancer l'application. Hop, donc là on voit que l'émulateur est en connected device, donc le device est déjà connecté, ok. Donc là on a sur un smartphone classique, hein, avec toutes les options. Là donc l'application est en cours de démarrage. Et voilà, donc l'application s'est lancée avec un Hello World. On voit ici donc en termes de CPU, en termes de mémoire, etc. Bon, il faut savoir qu'ici on n'a pas beaucoup de mémoire puisqu'il s'agit d'un émulateur. Et voilà.